Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce 6e épisode de Diabolo Fraise. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'épisode du mois dernier, on parle de poser ses limites, comment est-ce que j'ai imposé les miennes à mon entourage, des exemples concrets et plus globalement en fait, les limites dans la vie de tous les jours, à quoi ça vous sert, bref. Le sujet de ce mois-ci est assez gros, je vais devoir passer par pas mal d'expériences personnelles, vous parler vraiment de mon vécu, de choses que je pense je n'ai jamais dites sur internet. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si vous n'avez pas vu l'épisode du mois dernier, je vous invite à le faire parce que je trouve que c'est un très bon complément à celui-ci. Et écoutez, sur ce, c'est parti. Avant toute chose, on va évoquer les points majeurs de pourquoi est-ce que c'est important de poser des limites. Et après, vous allez voir que en parlant un petit peu, vous allez comprendre ce que j'entends par poser des limites, imposer des choses à notre entourage et aux relations que l'on entretient avec les gens. Ouais, parce que vous pouvez essayer de mettre des limites à votre chat ou votre chien, mais pas sûr qu'il écoute. Donc on va vraiment se concentrer sur les humains. Les limites, je vois vraiment ça comme des clôtures autour de mon jardin perso, autour de ma petite maisonnette intérieure. Et concrètement, si je dis à quelqu'un qui n'a pas le droit de dépasser telle clôture et qu'il le fait, eh ben écoutez, je lui envoie la sécu de mon jardin perso et je peux vous dire que ils sont baraques. Non, en vrai, c'est juste que je l'envoie prêtre et je coupe les liens. Mais dans ma tête, ça rend stylé, ok ? Concrètement, je pense qu'imposer des limites, aujourd'hui, c'est méga important pour éviter déjà tous les abus qu'il peut y avoir, que ce soit par les pervers narcissiques, les personnes qui sont là pour des intérêts ou d'autres choses dans ce style. Ça permet de faire le tri, c'est un peu comme des filtres que vous allez mettre sur le tableau Excel de vos relations. Certains filtres vont être plus ou moins affinés parce que vous vous sentez plus ou moins à l'aise avec certaines personnes, mais globalement, c'est vraiment ça l'idée. Maintenant qu'on a parlé de l'importance de poser ses limites, je voudrais vous donner quelques expériences personnelles qui m'ont appris que poser des limites, c'était complètement sain et c'était même parfois pour le mieux. Même si sur le moment, ça fait mal, souvent, poser des limites, mettre la clôture, c'est un peu long, c'est un peu chiant, c'est un petit peu galère, il faut construire cette clôture quand même, mais une fois qu'elle est mise, mais quelle paix, quelle sérénité d'être dans son jardin et de savoir qu'il n'y aura pas Gérard, gros ours, michto, machin, qui va venir et qui va tout piétiner. Mais quelle sérénité ça vous apporte. Bref, j'ai regroupé quelques expériences personnelles pour vous donner concrètement des idées. Je vais essayer d'y aller crescendo, du plus simple au plus huge que j'ai pu faire sur ma courte vie. Et écoutez, allons-y finalement. Les premières limites que j'ai dû imposer en tant que créatrice de contenu, ça a notamment été les règles communautaires sur mon stream Twitch. Typiquement, là-bas, je suis assez intransigeante en tout ce qui concerne les blagues un peu humour noir, les trucs un peu border, etc. J'ai très peu de tolérance là-dessus parce que je sais que ça peut très vite blesser et je pitch souvent mes invités pour que ça se produise pas. Donc voilà, j'ai imposé certaines règles, certaines limites à mes invités et à mes viewers, comme le fait de ne pas dévoiler d'informations personnelles, comme le fait de ne pas, pas faire son auto-promo dans mon chat H24. J'ai posé des règles, j'ai posé des limites, en général elles sont respectées, et lorsque c'est pas le cas, il y a des conséquences. Une autre des limites que j'ai fixées dans ma vie quotidienne cette fois-ci, ça a été de m'éloigner des personnes que je trouvais toxiques. Et à ce moment-là, on va me dire, oui, mais comment tu sais qu'une personne est toxique, etc., etc. Franchement, c'est à l'instinct. C'est vraiment une intuition et c'est aussi, souvent les personnes toxiques, il y a quand même des preuves, c'est assez flagrant de voir qu'une personne vous utilise ou vous fait du mal ou tout simplement vous épuise. Quand vous êtes avec un groupe de personnes et que quand vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé émotionnellement et que vous vous sentez pas bien, ce n'est pas normal, d'accord ? Quand vous êtes avec des amis, c'est pas censé vous tuer. Oui, vous avez une batterie sociale, mais c'est pas censé vous mettre dans le mal non plus. Donc tout ça, je l'ai fait un petit peu au ressenti que j'avais avec des personnes, lorsque je sentais qu'il y avait des idées aussi qui étaient contraires aux miennes et qu'il n'y avait pas vraiment ce truc de cohabiter avec des opinions différentes, je me suis éloignée. Tout simplement, j'ai fixé des limites, j'ai arrêté d'envoyer autant de messages qu'avant et voilà. J'ai fait le tri en fait, j'ai filtré les relations que je gardais très proches et celles que je mettais un petit peu plus loin. Une autre des limites que j'ai fixées dans ma vie quotidienne, après on va entrer dans le plus dur, mais là je cherche vraiment des exemples assez simples pour vous montrer un petit peu les bases des limites qui sont peut-être saines à mettre, mais ça a été de refuser un mode de vie qui ne soit pas sain.
Typiquement, dormir trop peu, manger super mal, ne pas faire ma skincare, ne pas faire du sport, etc. C'est des choses que, tout simplement, je ne m'autorise plus de moi à moi-même parce que je sais que ce n'est pas bien pour moi. Alors oui, ça me saoule d'aller au sport parfois, oui, ça me gave aussi de devoir me démaquiller après un stream, oui, ça me saoule de devoir partir avant 2h du matin des soirées lorsque je passe un super moment, mais c'est un choix que je fais et je le fais pour le mieux. Je sais très bien que moi, sans mes 8 heures de sommeil, je suis vraiment mal, je peux très vite être à fleur de peau et faire des crises d'angoisse et me mettre dans des états pas possibles. De la même manière, je sais que le fait d'avoir une peau qui soit saine, ça compte énormément à mes yeux, tout comme ça compte énormément à mes yeux d'avoir un corps qui fonctionne bien, d'avoir un cerveau qui est optimal lorsque je travaille. Bref, j'ai fait des concessions sur les plaisirs que je pouvais m'accorder pour tout simplement garder quand même une structure qui soit suffisamment saine pour que je puisse être performante lorsque j'écris des vidéos, je travaille, lorsque je vais en cours, etc. Et là, on parle de limites, notamment pour tout ce qui est la saineté de son quotidien, etc. Mais il y a aussi des limites que j'ai imposées par sécurité. Typiquement, une des limites que j'ai fixées, notamment pour ma sécurité, c'est le fait de ne jamais boire en dehors de chez moi. C'est quelque chose que je ne m'autorise pas. Je ne prends jamais de bière, même pas une pinte. Déjà parce qu'en général, je conduis et que conduire en étant ivre, c'est pas bien. Voilà, je vous apprends rien. Non, mais au bout d'un moment, je vous apprends rien, les gars. Et ensuite, je ne bois jamais en dehors de chez moi, tout simplement parce que boire en dehors de chez moi, ça veut dire que s'il m'arrive quoi que ce soit, si quelqu'un met quelque chose dans mon verre, si je me fais piquer, si je dois rentrer ou quoi que ce soit, je suis en danger et je ne veux pas avoir ce risque-là. Le fait de ne pas boire en dehors de chez moi, hormis cas exceptionnels, ça m'est arrivé je crois 1 ou 2 fois, mais vraiment c'était des cas extrêmement exceptionnels où, par exemple, à un festival de la bière, il n'y a pas grand-chose sans alcool. Voilà, on s'entend. Il y a vraiment, je vous assure, il n'y avait pas grand-chose sans alcool. Et même à ce moment-là, j'ai pris une des moins alcoolisées, tout simplement parce que j'avais ce principe-là qui était quand même assez ancré en moi déjà. Mais concrètement, le fait de ne pas boire en dehors de chez moi, ça fait que si à un moment dans une soirée, je me sens un petit peu dizzy, un petit peu étourdie, un peu bizarre, je sais très bien que ce n'est pas normal parce que dans mon verre, il y a que du coca. Il y a du coca, de l'ice tea, de l'eau à la limite, mais ça ne peut pas être l'alcool. Et ça, déjà, ça me donne un indicateur de « Ok, il faut que je me mette en sécurité, quelque chose ne va pas ». De la même manière, le fait de ne pas boire dehors, c'est peut-être socialement pas très accepté, c'est compliqué de résister aux propositions, mais au bout d'un moment, c'est soit être socialement acceptable, soit être vitalement vivant. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Maintenant, on va passer aux limites un petit peu plus relationnelles. Je vous ai déjà parlé de s'éloigner des personnes toxiques. Là, on va rentrer dans le dur du dur. Dans certains de mes podcasts, je vous ai déjà évoqué cette relation sans engagement qui m'avait été proposée par un garçon que je fréquentais et que j'ai refusé. Pareil, ça a été une des limites que j'ai mises à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas capable d'avoir des relations intimes sans sentiment. J'ai mis cette limite-là et je l'ai mis à tout le monde. Tous les garçons qui m'approchent sont au courant que moi, sans sentiment, je ne fais rien, je ne côtoie pas la personne plus que ça et globalement, il n'y a pas de relation intime sans sentiment de mon côté et c'est un principe sur lequel je me tiens parce que je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc ça, c'est une limite qui a été faite et qui a été mise en place après quand même avoir fait certaines expériences parce que il faut apprendre à se connaître, mais à partir du moment où j'ai compris que moi, j'étais pas capable d'avoir des relations sans lendemain ou ce genre de choses, j'ai mis cette limite et ça m'a permis tout simplement de conserver une approche un peu plus saine à la drague, je pense, et aussi à savoir ce que j'ai envie et ce dont j'ai pas envie dans les relations. Pour tout ce qui touche aux relations amoureuses, etc., je vous réfère à mon 4e épisode avec Paloma sur, toutes nos histoires de love, la drague, les applis de rencontre, bref. Mais voilà. Ça, typiquement, c'est une des limites que j'ai imposées dans les relations amoureuses. Une autre limite que j'ai aussi expérimentée dans les relations amoureuses, ça a été de rompre avec mes copains. Alors, mon premier amour, on a rompu très naturellement. C'était l'entrée au lycée, on était ensemble depuis pas mal de temps. Ça fonctionnait plus trop, ça a été très simple parce que c'était une rupture qui était commune, on est restés très amis après, etc. La deuxième rupture, par contre, ça a été vraiment la rupture pour dire... Là, je choisis de me prioriser par rapport à un garçon qui ne me fait pas du bien, qui tout simplement ne m'apporte rien de bon, hormis des angoisses.
Et cette rupture-là, elle a été compliquée parce que ça a été aussi imposer une limite au pouvoir que ce garçon-là avait sur moi. Et ça a été compliqué dans le sens où, quand j'étais amoureuse de ce type, je me disais que je pouvais tout lui accorder, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de moi parce qu'il avait les meilleures intentions, donc de toute manière, ça fonctionnerait toujours. Non. Non. Donc rompre, c'est aussi fixer une limite d'une certaine manière à justement le pouvoir qu'on donne aux personnes avec qui on sort et dire, écoute, tu as eu ton moment avec moi, tu as eu la chance de me montrer ce dont tu étais capable, aujourd'hui tu réponds plus à mes besoins, je me sens plus épanouie, stop. Et ça, c'est mettre une limite. Et enfin, la plus grosse limite que j'ai imposée, je pense, de toute ma vie, c'était il y a 3 ans, et ça je pense que j'en ai jamais parlé, mais j'ai quitté le domicile familial. Je vous la fais courte, j'en parlerai dans des podcasts à venir, mais pendant le Covid, mes parents ont tout simplement décidé de divorcer. Pas exactement pendant le Covid, mais un petit peu après. Et à la suite de ce divorce, moi je suis restée dans le domicile familial tout simplement par confort. J'avais ma petite vie, ma chambre, mon petit setup, j'étais bien, mais j'étais pas heureuse. Et est arrivé un moment où en fait je sentais que j'étais plus épanouie entre ces murs et qu'il fallait que je change. Il fallait que quelque chose change, que ça bouge, parce que là j'étais en train de vraiment dépérir. Mais quand je vous dis dépérir, c'est-à-dire que j'étais mal. Vraiment très très mal. Quitter le domicile familial, ça a été mettre une limite à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes, et dire tout simplement stop, ça suffit. Être dans la même famille n'autorise pas des personnes à faire certaines choses, ne m'autorise pas non plus à rester dans un domicile par confort, et non pas parce que je m'y sens bien. Là, à ce moment-là, j'ai fixé des limites aux gens autour de moi, mais aussi à moi-même. Je me suis dit que là, j'arrêtais de choisir le confort et je décidais plutôt d'aller vers l'épanouissement, quitte à être un peu dans la galère. Depuis, vous l'avez vu, ça s'est amélioré, j'ai déménagé, j'ai eu mon setup, bref. Voilà, il y a eu plein de trucs super cool, mais cette limite-là, elle a été extrêmement dure à poser. Et si je dois être totalement honnête avec vous, c'est une limite que j'ai posée du jour au lendemain, tout simplement parce que ça a été fait sous le coup de l'émotion, et je pense que sans le fait d'être hypersensible et d'avoir des émotions fortes, je n'aurais jamais je n'aurais osé vraiment quitter le domicile familial. J'aurais jamais pu. J'aurais jamais réussi à me dire que là, mon bien-être était beaucoup trop dégradé par rapport à mon confort. Donc du jour au lendemain, j'ai posé une limite à des personnes et à moi-même, et j'ai dit que là, c'était stop, que j'avais besoin de plus, de sainteté, de santé mentale, j'avais besoin d'écoute, j'avais besoin d'autre chose, et je suis partie, tout simplement. Ça a été une des plus grosses limites que je me suis imposée, très dure, mais aussi une de celles qui m'a apporté le plus de bien. En général, les limites qui sont les plus dures à poser au début sont celles qui ont le plus de bénéfices par la suite. Rompre avec cette personne qui me traitait mal, ça a été compliqué, ça a été me fixer une limite, mais ça m'a apporté énormément de bénéfices. Partir du domicile familial, pareil. 3 ans après, je ne le regrette pour rien au monde. Pour rien au monde, je ne changerai ce que j'ai fait. Vraiment, je me sens tellement plus épanouie et tellement plus heureuse maintenant que c'est sûr que c'était une bonne décision, même si sur le moment, ça a été très compliqué. De la même manière, poser des limites dans mes relations, ça a aussi été compliqué. Savoir que, par exemple, je ne pouvais pas avoir de relation sans engagement, ça a été dur, puisqu'aujourd'hui, la plupart des personnes que je rencontre, que je côtoie parfois, c'est très souvent ce qu'elles recherchent, et en fait, ne pas m'adapter aux besoins des gens, ça a été une limite compliquée à mettre aussi, puisque j'avais un certain besoin d'être avec les gens, il fut un temps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose pour lequel je n'ai plus de besoin parce que je me suis sevrée, donc je suis plus dépendante affective, je suis plus dépendante des gens autour de moi, mais ça s'est fait parce que j'ai mis des limites claires, nettes et précises dans mes relations. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de comment est-ce que j'ai posé mes limites, quelle a été un petit peu l'histoire derrière chacune d'entre elles. J'ai essayé vraiment de faire une sorte de condensé et de vous faire point par point, en fait, ce que j'ai appris au fil de ces années. La première chose, c'est que poser des limites sans en parler, c'est parfois la meilleure manière d'en poser. Poser des limites sans nécessairement en parler, c'est observer les actions des gens autour de nous face à des déclarations qu'on a. Ça peut être des trucs bêtes, mais par exemple, dire à quelqu'un que on ne veut plus que cette personne mange dans notre voiture parce que
ça nous plaît pas et c'est irrespectueux pour nous parce que nous, on lave notre voiture et que ça nous tient à cœur qu'elle soit propre, juste le fait de le dire, sans mettre d'interdiction, sans dire non, tu ne manges plus, mais juste, est-ce que tu pourrais arrêter s'il te plaît ? Faire une demande, en fait, c'est déjà poser une certaine limite et à ce moment-là, regarder la réaction des gens, c'est toujours très intéressant, puisque là, on va voir si la personne est à l'écoute de nos besoins ou non. Poser des limites sans en parler, c'est aussi un petit peu tester les relations qu'on a déjà. C'est faire des demandes, voir si ces demandes sont remplies ou pas, et si elles ne le sont pas, mettre des limites beaucoup plus claires, et si les limites sont outrepassées, là, c'est agir en conséquence. Et là, je tiens à préciser quelque chose, c'est que c'est très compliqué de poser des limites à notre entourage après des années sans en avoir mise. Parce que les gens ne s'attendent pas à ce que vous changiez de comportement du jour au lendemain. Si votre meilleure amie, ça fait des années qu'elle mange dans votre voiture et que du jour au lendemain, vous lui dites « Écoute, est-ce que tu peux éviter de manger dans ma voiture ? Ça me gêne. » Elle va pas comprendre parce que ça fait des années qu'elle le fait, donc pourquoi elle arrêterait maintenant ? Mais à ce moment-là, c'est important d'expliquer un petit peu. Mais globalement, votre entourage ne va pas forcément voir votre changement d'attitude et le positionnement de vos limites très bien. Malheureusement, je dois vous le dire parce que de toute manière, vous allez l'observer par vous-même. Poser des limites, ça fait perdre beaucoup de relations, mais ce sont des relations qui sont très souvent abusives. Si vous posez des limites et que la personne ne trouve pas le moyen de ne pas les outrepasser, c'est qu'elle abuse de vous, de votre patience, de votre gentillesse. C'est de l'abus. Donc c'est toujours très compliqué de commencer à poser des limites et c'est pour ça que je vous conseille de le faire d'abord un petit peu plus discrètement avec des demandes. C'est beaucoup plus doux que de dire à votre meilleure amie, encore une fois, tu manges plus dans ma voiture, je veux qu'elle reste propre. C'est quand même beaucoup plus simple de dire est-ce que tu peux arrêter s'il te plaît, j'aimerais que ma voiture reste propre. Deux poids, deux mesures, mais après il y a certaines personnes avec qui les demandes ne fonctionnent pas et à ce moment-là, il faut être un petit peu plus rude. Et surtout, il faut tenir ses limites. Il y a autre chose que j'ai appris en posant mes limites, c'est que si moi j'en avais, les autres aussi, et qu'il était essentiel pour moi d'apprendre à respecter celles que mes amis avaient, tout simplement pour qu'ils respectent les miennes. Poser ses limites, c'est aussi et surtout apprendre à respecter celles des autres sans les questionner. Il n'y a pas besoin d'explication, quand quelqu'un vous impose une limite, il n'est pas obligé de se justifier. La plupart du temps, on le fait parce que ça permet vraiment de comprendre le pourquoi, du comment, etc. Et en général, ça passe mieux si on comprend pourquoi un acte peut avoir des conséquences. Mais il arrive parfois que on n'ait pas envie de se justifier. Et à ce moment-là, il faut accepter que son ami ne se justifie pas, tout simplement. Avant, j'étais une de ces personnes qui avait besoin de comprendre chaque action de chaque personne pour vraiment les décortiquer et qu'il y ait une justification. Et petit à petit, j'ai tout simplement appris à faire sans. Tout simplement parce que même moi, parfois, il m'arrive d'agir sans vraiment avoir de justification. Juste, je sens qu'il faut que je fasse ça, je sens qu'il faut que quelque chose s'arrête, etc. Et c'est le fait d'avoir observé ça chez moi qui m'a fait l'accepter chez les autres. Je me suis dit que c'était pas si étrange que ça, que les gens ne s'expliquent pas. C'était même parfois plus sain, finalement. Tout ça pour dire, poser ses limites, ça veut aussi dire apprendre à respecter celles des autres. Ta liberté s'arrête où commence celle d'un autre. Donc, ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Respecte les limites. Et si les limites ne te conviennent pas, passe ton chemin. Tout simplement. Il n'y a rien de mal à passer son chemin. J'insiste. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites ou que vous ne pouvez pas respecter les limites de quelqu'un, c'est peut-être qu'il faut s'éloigner un petit peu. Un autre point dans le fait d'avoir des limites, c'est en imposer aussi à soi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le mode de vie sain, le fait de ne pas boire d'alcool en public, etc. Mais aussi poser des limites à ses pensées. Typiquement, se décentraliser, ça va de pair avec le fait de poser des limites. Le fait de ne plus prendre tout personnellement. Parfois, les gens font des trucs et vous avez l'impression que c'est dirigé vers vous, mais grande nouvelle, c'est pas le cas. Ça rejoint un petit peu les 4 accords Toltec. Si vous les connaissez pas, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Mais il y a notamment un de ces accords qui est que tout n'est pas dirigé vers vous. Tout ne vous concerne pas. Parfois, il y a des gens qui font des trucs pour vous blesser, mais ça parle plus d'eux que de vous-même. Typiquement, quelqu'un qui va venir aujourd'hui m'insulter sur les réseaux sociaux, je sais pertinemment que ça ne parle absolument pas de moi et ça parle même plus de sa relation avec lui-même. Les gens reprochent aux autres ce qu'ils détestent en eux. Retenez juste ça et vous vivrez beaucoup plus sereinement, notamment face aux critiques qui ne sont pas constructives.
De plus, le fait de se décentraliser, ça permet aussi de faire face à des situations qui auraient pu être angoissantes si on les avait pris personnellement. Pourquoi est-ce que cette amie est sortie sans moi? Je comprends pas. Elle ne m'apprécie plus, on n'est plus copines. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que mon mec ne répond pas à mes messages? Je veux dire, je sais qu'il est au travail, mais il pourrait prendre 5 minutes pour me répondre. Et puis s'il le fait pas, peut-être que c'est parce qu'il est en train de me tromper. Et peut-être qu'il est en train finalement de faire autre chose. Peut-être qu'il pense pas à moi. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il m'aime? Vous voyez ce genre de fil de pensée absolument obsessionnel? Typiquement, le fait de se décentraliser, ça permet de les éviter. Et si au bout d'un moment, vous sentez qu'un besoin n'est pas rempli par telle ou telle personne, vous pouvez très bien lui faire une demande. L'exemple du petit ami, ça pourrait être d'être au téléphone le soir avec lui et lui dire « Écoute chérie, je sais que tu travailles énormément, mais ça me ferait très plaisir que le matin ou le midi, tu prennes 5 minutes pour m'envoyer un message, pour me dire si tu vas bien, si t'es bien arrivé au travail. Ça me permettrait de me sentir un petit peu plus en confiance et de savoir que tu penses à moi. » Une demande claire permet de respecter vos limites et de respecter également vos besoins. Si les limites sont quelque chose à ne pas dépasser, les besoins sont quelque chose à remplir et il est important que les deux soient respectés. Dans une relation amoureuse comme amicale. Typiquement, la situation avec votre ami, vous pouvez peut-être essayer de lui envoyer un message par la suite en lui disant « Coucou, j'ai vu que tu étais sortie, ça me ferait plaisir qu'on se voit, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, j'aimerais beaucoup trouver le temps de te voir pour qu'on puisse un petit peu discuter, ça me manque nos conversations. » Vos besoins et vos limites sont importants et aujourd'hui on parle principalement des limites, mais il est aussi important de souligner que les besoins sont tout aussi importants que les limites. Tout ça pour dire que se décentraliser et ne plus prendre toutes les actions de tout le monde personnellement, ça permet de vivre beaucoup plus sereinement et aussi de voir une nouvelle réalité s'offrir à nous. La deuxième chose que je voulais aborder dans le fait de poser des limites à nos pensées, c'est le concept de spaciousness et d'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle est un livre de Amelia Lobé que je vous conseille 1000 fois si, comme moi, vous avez eu des problèmes avec la dépendance affective, le fait de gérer vos émotions, etc. C'est vraiment un super livre pour tous ces sujets-là et bien plus encore. Et c'est de ce livre que j'ai tiré le concept de spaciousness. Traduit vulgairement, ça voudrait dire le concept d'espace. En fait, c'est laisser vraiment la place à nos émotions de vivre, de se ressentir et aussi de partir. En gros, c'est ne plus réagir à chaque stimulus, à chaque émotion, mais plutôt les voir, les laisser passer, les laisser nous quitter et après les analyser. De cette manière-là, je pose des limites au pouvoir qu'ont mes émotions sur moi. Je les vis, certes, mais je ne prends plus de décision par rapport à elles. Je ne prends plus de décision sous la colère, je ne prends plus de décision sous la tristesse et j'apprends à les laisser partir de manière à pouvoir analyser les événements. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça? Comment est-ce que ça s'est manifesté? Comment est-ce que j'aurais pu réagir? Et comment est-ce que je vais finalement y répondre? Là-dessus, encore une fois, je vous réfère au dernier épisode de mon podcast, l'épisode 5, sur l'empathie et la compassion, où je parle justement de cette différence entre la réponse et la réaction. Pour ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode-là, je vais vous faire un bref récap de ce que j'avais évoqué. Une réaction émotionnelle, c'est quelque chose d'immédiat. On a un stimulus, on a une émotion, et cette émotion nous dicte de faire quelque chose. Quelqu'un nous coupe la route sur un rond-point, on est en colère, on klaxonne et on l'insulte. Ça, c'est une réaction émotionnelle. La réponse émotionnelle, c'est un petit peu différent et c'est très souvent un petit peu plus éloigné du stimulus. On a un stimulus, on a une émotion, on prend le temps de vivre cette émotion et de la laisser partir et ensuite on a une réponse qui vise à satisfaire le besoin qui n'a pas été rempli. Quelqu'un me coupe la route sur un rond-point, je suis en colère, je ressens la colère mais je me décentralise. Cette personne-là n'a rien contre moi, c'est simplement qu'elle est probablement pressée ou qu'elle m'a pas vue ou tout simplement que elle a décidé qu'aujourd'hui elle respectait pas le code de la route. Je laisse la colère partir, je souffle un bon coup et ma réponse émotionnelle ça va être de me dire que je vais faire plus attention aux personnes sur la route. Ça c'est une réponse émotionnelle et ce n'est pas une réaction. Dans le dernier épisode, je vous expliquais qu'avoir des réponses émotionnelles, c'était beaucoup mieux que d'avoir des réactions, puisque ça permet des relations qui sont plus équilibrées, des prises de décision qui sont plus claires, et une analyse de la réalité et des événements qui est en général un petit peu moins faussée que sous l'émotion, où là on a des réactions, etc. Maintenant, je vais vous évoquer quelques bénéfices du fait de poser ses limites, même si je pense que vous en doutez maintenant. Il y a d'abord la confiance en soi, ça permet de pouvoir déjà conserver son estime de soi, mais aussi pouvoir se faire confiance à soi-même. Ça, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment, mais globalement, je vous la fais courte,
Vous le savez pour ceux qui écoutent ce podcast depuis un petit moment, j'ai eu une rupture compliquée en début d'année et cette rupture-là m'a vraiment fait du mal. Non pas parce que la personne était exceptionnelle ou parce que j'étais... Bon, certes, j'étais très très attachée à elle, mais ça m'a plus fait du mal dans le sens où je m'en suis voulu de m'être trahie à ce point. En fait, je m'en suis voulu d'avoir accepté des comportements qui outrepassaient mes limites. J'avais posé des limites claires, j'avais dit que s'il y avait mensonge, c'était fini, que s'il y avait tromperie, c'était fini, et j'avais outrepassé tellement de limites qu'en fait, j'ai plus eu mal de moi à moi-même que de la personne à moi-même. Donc avoir des limites claires et s'y tenir, ça permet de pouvoir se faire confiance. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rencontrer des hommes, tout simplement parce que je sais que j'ai des limites saines, claires, qui me correspondent et que je fais respecter. Si demain, je rencontre quelqu'un et qu'il me dit « Écoute, je suis pas prêt pour un engagement, mais par contre, je veux bien qu'on se côtoie et potentiellement qu'il y ait des relations sans lendemain », je vais le regarder de haut en bas et je vais lui dire « Tu as écouté ce que je t'ai dit ? Non, je ne veux pas de relation sans lendemain, ce n'est pas possible pour moi. » Se faire confiance, c'est essentiel si vous voulez pouvoir avoir des relations, rencontrer des gens, vaincre potentiellement une timidité, etc. Donc ça conserve notre estime de soi, mais ça permet aussi de pouvoir se faire confiance et de garder en fait une certaine assurance dans les épreuves auxquelles on peut faire face. Un autre bénéfice du fait de poser ses limites, c'est notamment de repousser les personnes qui du coup seraient là par intérêt. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui outrepassent vos limites, c'est tout simplement des personnes qui abusent de vous. Et le fait d'avoir des limites claires, ça permet de vite repérer les personnes qui tout simplement ne vous écoutent pas et ne respectent pas vos besoins et vos envies. Avoir des limites, c'est bête, mais ça permet de faire le tri. C'est des filtres et c'est un truc qui met dans une catégorie rouge si on les dépasse. Et au plus vous avez des limites claires qui sont énoncées avec précision et qui sont franchement définies et en accord avec vos valeurs, et plus vous allez réussir à vous détacher des personnes qui veulent abuser de vous, qui sont là par intérêt ou autre. Et enfin, un dernier bénéfice que j'ai pu noter, c'est le fait de conserver une vie que je veux et non pas que je subis. Poser des limites à moi et à mon entourage, ça me permet aussi de dire je veux telle vie. Pour y arriver, je vais mettre en œuvre tel projet et telle façon d'y arriver. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne me mettre des bâtons dans les roues. Et si quelqu'un vient me mettre des bâtons dans les roues, je m'éloigne. Dire que je ne bois pas d'alcool en soirée, dire que je dors 8 heures par jour, ça me permet de moi, de ne pas m'auto-saboter. De dire à mon esprit perfectionniste et à mes ambitions, je vous ai entendu, je vous respecte, vous êtes là, et je suis là pour vous et on va avancer ensemble. Regardez, je fais des concessions sur ma vie sociale pour justement nourrir votre besoin de satisfaction. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que j'essaye de vous dire, mais conserver une vie que je veux, ça passe par faire du sport, ne pas boire et toutes les règles un petit peu du quotidien que j'ai pu vous énoncer. Et de la même manière, poser des règles dans mes relations, ça me permet aussi de conserver un entourage que je veux et que je ne subis plus. Typiquement, j'ai coupé le cordon avec beaucoup de membres de ma famille, tout simplement parce que nos valeurs ne correspondaient pas, ils outrepassaient mes limites beaucoup trop souvent, et j'ai décidé que le lien de sang, c'était plus une excuse. Alors je sais que beaucoup de personnes seront là à me dire que oui, mais c'est ta famille, tu n'en as qu'une, etc. Et à ce moment-là, je vous répondrai que personnellement, je crois plus à la famille que je peux me choisir et me construire, plutôt qu'à la famille qui m'a été assignée à la naissance. Tout ça pour dire, poser des limites, c'est vraiment rempli de bénéfices. Là, je vous en ai cité que 3, mais il y en a plein d'autres. Et je vous invite vraiment à faire l'expérience. Vous verrez qu'au début, c'est un petit peu galère, mais avec le temps, vous voyez ce que ça vous apporte et ça vaut toujours la peine. On parle beaucoup de poser ses limites, c'est bien, j'ai répété ce terme au moins 46 fois dans cet épisode, mais comment est-ce qu'on fait pour les poser efficacement ? Le premier point, c'est une communication claire. Pour poser des limites efficacement, il est crucial de communiquer clairement. Si vous n'avez pas l'habitude de vous affirmer, ça peut être compliqué, mais il va falloir en passer par là. Déjà pour éviter les malentendus, mais surtout pour éviter que certaines personnes prennent certaines failles dans votre discours pour les exploiter et continuer à un petit peu, vous savez, mettre le pied sur la ligne. Ils viennent, vous avez tracé une ligne blanche et ils mettent le pied sur la ligne en mode « Ah oui, mais j'avais pas compris qu'il fallait pas toucher la ligne, moi je pensais que je pouvais marcher dessus. » Ouais, mais non. Voilà. C'est un petit peu... vous mettez une clôture autour de votre jardin et en fait la personne va s'asseoir sur la clôture avec les jambes du côté de votre jardin. Alors que vous avez dit que vous vouliez pas qu'il soit dedans. Voilà. C'est à peu près l'image que j'en retiens. Donc,
Posez des limites claires et dites clairement, tu ne t'assois pas sur cette clôture, bordel de merde. Pardon, j'ai été vulgaire. Un deuxième point qui est important, et après vous allez voir que je vais dériver vers un autre concept qui est hyper intéressant. Utilisez le je. En fait, quand vous utilisez des phrases commençant par je, c'est un petit peu plus doux que lorsque vous dites tu. Tu ne manges pas dans ma voiture, c'est pas pareil que je voudrais garder ma voiture propre et je voudrais éviter qu'il y ait des emballages dans mes portières. C'est complètement différent. Je me sens angoissée lorsque je n'ai pas de tes nouvelles de toute la journée. C'est différent de « tu ne penses pas à moi, tu ne m'envoies pas de message ». Différent. Et là, on rejoint un concept qui est salvateur dans toutes les relations. Et très souvent, je reçois la question de « comment tu fais pour avoir une relation aussi fusionnelle avec ta mère ? Comment est-ce que vous faites pour parler, etc. » J'arrive pas à parler avec mes parents parce que ma mère, je l'affiche un petit peu sur mes réseaux sociaux. Pas énormément, mais vous savez que ma mère, c'est ma confidente, c'est ma coloc, c'est ma meilleure amie. On ne se dispute jamais. Mais genre, quand je vous dis jamais, c'est-à-dire qu'en 8 mois, on a dû se disputer une fois. Et c'était vraiment, mais vraiment après beaucoup de fatigue. Bref, un truc qui nous a énormément aidé et que vraiment, si vous avez des problèmes à communiquer avec vos proches, vos parents, vos copains, vos copines, peu importe, il faut que vous alliez voir ce truc-là. C'est la communication non violente. Je vais appeler ça la CNV, ce sera moins long et c'est aussi le terme qu'on lui donne dans la psychanalyse, la psychologie, le coaching, bref. Voilà, ce sera plus facile. Mais communication non violente, vous tapez ça sur internet, il y a 1 millier d'ouvrages là-dessus, 1 millier d'articles, c'est super efficace et franchement ça a fait ses preuves. Donc c'est un concept qui a été développé par Marshall Rosenberg et c'est une approche de communication qui vise à créer des relations harmonieuses et authentiques en privilégiant l'empathie, la compréhension et la bienveillance. Je vous lis un petit peu la définition parce que je ne saurais pas mieux vous l'expliquer que ça. Ce concept repose sur 4 étapes clés: l'observation, l'expression des sentiments, la reconnaissance des besoins, la formulation d'une demande claire. En CNV, il s'agit d'éviter les jugements et critiques qui peuvent générer des conflits et d'exprimer plutôt ce que l'on ressent et ce dont on a besoin de manière claire et non accusatrice. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Utiliser le « je », c'est beaucoup plus efficace qu'utiliser le « tu ». Si un jour vous voulez un épisode de podcast complet sur la communication non violente, n'hésitez pas à me le demander. Je me ferai une joie et un plaisir de le faire. Vraiment, c'est un sujet que j'adore et que je trouve tellement pas miraculeux, mais presque. Par exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard, c'est insupportable », on pourrait formuler « quand tu arrives en retard », ce qui est une observation, « je me sens frustrée », c'est un sentiment, parce que j'ai besoin de respect pour le temps que je consacre à nos rendez-vous, c'est un besoin. Et à ce moment-là, après, il faut juste exprimer une demande, et donc ça serait « serais-tu d'accord pour essayer de respecter l'heure convenue à l'avenir ?» Une demande claire, nette, précise, on n'a pas fait d'accusation, on n'a pas fait de reproche, on a juste dit « tu fais ça, c'est un fait », sans extrapoler les actions de la personne, « je me sens comme ça, j'aurais besoin de ça, pourrions-nous agir comme ça ?» Pour reprendre l'exemple du petit ami qui n'envoie pas de message, ça pourrait être à ce moment-là « tu ne m'envoies pas de message quand tu es au travail, c'est un fait. Je me sens angoissée lorsque je n'ai pas de tes nouvelles pendant plusieurs heures. J'aurais besoin que tu m'envoies un message à ta pause déjeuner pour me dire que tout va bien, que tu es bien arrivé et que tout se passe bien. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'envoyer 1 ou 2 messages pendant ta journée de travail ? » Simple, rapide et efficace. S'il y a une demande claire, s'il y a une demande précise et quelque chose de réalisable, c'est complètement correct de demander aux gens qui nous entourent de tout simplement remplir nos besoins. Nos besoins sociaux, on ne peut pas les remplir nous-mêmes et si on est avec une personne, si on est meilleur ami avec une autre, si on choisit notre entourage et qu'on leur fait des demandes, en théorie, comme ils sont là pour notre bien-être et qu'ils nous font aussi des demandes en retour, on est censé pouvoir faire un échange de bons procédés. Bref, il y a 1001 tournures que ça peut prendre, mais la CNV, c'est vraiment la clé pour réussir à avoir une communication saine, claire, précise, sans reproche et pour éviter les conflits. Maintenant, on a appris à poser des limites. Comment est-ce qu'on gère les réactions des gens autour de nous ? Je vous ai dit que c'était pas facile, mais il y a des petits trucs qui pourraient peut-être vous aider. Le premier, c'est déjà de vous préparer aux réactions. Concrètement, comme je vous l'ai dit, poser des limites à un instant T en espérant que tout le monde les adopte directement, c'est vraiment être idéaliste et ça ne se passe presque jamais comme ça. La plupart du temps, il va quand même y avoir des réactions assez négatives et même si ça ne met pas tout de suite en dehors de nos vies les personnes qui les ont, ça reste des réactions négatives et ça peut remettre en doute ce que l'on a commencé à imposer, ça peut nous faire aussi un petit peu angoissés au sujet de nos attentes, etc. Mais il est important de se préparer à ces réactions-là afin justement de garder confiance et de se tenir aux limites qu'on a fixées.
Et justement, ça c'est le deuxième point que je voulais aborder à ce sujet-là. Il faut rester ferme sur ses limites. Adaptez pas vos limites à chacune des personnes de votre vie. Vous avez une limite, la limite, elle est pour tout le monde pareil. Par exemple, si moi, demain, je revois, je sais pas, mon premier gars, et qu'on se rabiboche, qu'on recommence à avoir des sentiments l'un pour l'autre, et qu'il me dit, écoute, moi je suis pas capable de me réengager, je préférais autant qu'on ait des relations sans lendemain. C'est pas parce que c'est mon premier amour, et que je l'ai aimé de tout mon cœur, et que ça s'est bien fini, et que vraiment c'est une crème, que je vais adapter ma limite, qui est de ne pas avoir de relation sans sentiments, à lui. Je ne vais pas l'adapter. Je vais lui dire clairement, écoute, moi aujourd'hui j'ai cette attente-là, ce besoin-là, tu ne le remplis pas, c'est ciao. Et c'est pas parce que c'est mon premier gars que ça va changer. De la même manière, j'impose à mon entourage le fait de ne pas me mentir. Je ne supporte pas le mensonge, c'est un truc qui me fait énormément de mal et qui met vraiment, vraiment à mal toute la confiance que j'ai en les personnes qui m'entourent. Et j'ai fait cette erreur avant d'accepter les mensonges de mon petit ami, sous prétexte que c'était mon petit ami, alors que je les accepte pas de mes amis. Pareil, j'ai adapté la limite et c'était pas la bonne chose à faire, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on se trahit soi-même, c'est pas sain, bref, je vous la refais pas 10 000 fois, mais rester ferme sur ses limites, c'est essentiel, même quand les gens vont chercher à un petit peu les repousser, ils vont chercher un petit peu à vous faire planter la barrière un petit peu plus loin pour avoir un petit peu plus de terrain. Non. Vous avez des limites, elles sont claires, elles sont fermes, pour tout le monde pareil. L'avant-dernier point de ce podcast, c'est les limites dans les différents contextes. Selon les contextes, vous n'allez pas avoir les mêmes limites, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Donc évidemment, vos limites au travail, dans votre famille et dans l'amitié, ça va pas être les mêmes. Et évidemment, là, à ce moment-là, effectivement, il va peut-être falloir les adapter au contexte. Maintenant, poser des limites dans le travail, c'est fait pour notamment éviter le burn-out et toutes les pathologies mentales que peut entraîner le surmenage. Ça peut inclure des horaires de travail clairs, des pauses régulières, la capacité de communiquer avec son ou sa manager, etc., etc. Et ça peut également inclure aussi le fait de dire non à des tâches supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Poser des limites, c'est aussi travailler son assertivité, le fait de savoir dire non. Et c'est important que ce soit au travail, dans la famille, dans l'amitié, dans l'amour. Les limites dans la famille, c'est un petit peu plus délicat. Parfois, il y a cet argument de « oui, mais ce sont tes parents, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta grand-mère, c'est ta cousine, tu peux pas lui dire ça ». Grande nouvelle, le lien de sang n'est pas une excuse pour les abus, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques, qu'ils soient comportementaux. Peu importe, vous n'avez pas à accepter, je vais dire quelque chose comme ça, mais vous n'avez pas à accepter que votre grand-père homophobe vous traite de pédé parce que vous avez fait votre coming out. Désolée, moi personnellement, je ne le tolérerai pas, mais même pas pour tout ce que peuvent m'apporter mes grands-parents, c'est hors de question. De la même manière, je ne tolérerai pas que mon cousin me frappe. Aujourd'hui, c'est impensable pour moi de me laisser me faire violenter par un homme, une femme, plus âgé ou moins âgé que moi, c'est hors de question. Et ça, c'est des limites qui ont été longues à mettre en place puisque, j'ai un grand frère et pendant les vacances d'été, souvent quand j'étais plus jeune, il était avec mon cousin et mon frère, du coup, c'était souvent les meilleurs amis, surtout quand il s'agissait de me faire chier. Voilà, la solidarité masculine quand il faut descendre les femmes. Bref, je ferai pas un épilogue là-dessus. Mais vous doutez bien que du coup, ces limites-là, elles ont été compliquées à mettre en place puisque j'avais été habituée à être un petit peu la petite victime de service. J'étais la plus jeune, j'étais la plus petite, j'étais la cible facile et voilà. Ça a été des limites qui ont été délicates à poser mais qui aujourd'hui sont très claires. Et non, encore une fois, le lien de sang n'est pas une excuse. Maintenant, vous pouvez poser des limites et vous éloigner des gens, mais rester en contact avec eux parce que vous avez votre conscience qui vous travaille ou quoi. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est à voir avec vous-même. Là, on parle de limites par rapport aux relations externes et pour moi, c'est important de rappeler que non, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez tout accepter d'eux. Et je vous le dis parce que j'en ai énormément souffert et que c'est quelque chose que je connais et que vous n'avez pas à culpabiliser de mettre de la distance avec des personnes qui vous font du mal. Absolument pas. Et à ce moment-là, si c'est délicat pour vous de poser des limites, vous pouvez aussi tenter de l'expliquer. Tout le monde ne sera pas forcément réceptif, mais vous pouvez essayer. Et enfin, les limites dans l'amitié et l'amour, c'est des contextes qui ont besoin de limites, qui ont besoin de clôture claire pour éviter la souffrance, que ce soit de l'un ou de l'autre.
Et dans ces cadres-là, vos amis, vous les choisissez, ils vous choisissent. Votre petite copine ou votre petit copain, il vous choisit aussi. Donc, dans ces moments-là, il me semble logique qu'il y ait des limites et également des besoins et des demandes. Et les amitiés, les amours, c'est vraiment quelque chose où il y a un échange, de soutien, de tendresse, d'amour, même dans les amitiés. On aime la personne avec qui on traîne. Et je trouve que c'est vraiment important de rappeler que vous êtes en droit de demander certaines choses à vos potes. Vous êtes en droit de demander certaines choses à votre compagnon ou à votre compagne. Tant que ce ne sont pas des demandes qui sont excessives, qui sont dans l'abus ou qui tout simplement ne sont pas réalisables parce que sur l'instant T, la personne n'est pas en état de vous le donner, c'est normal. C'est normal d'avoir des besoins, c'est normal d'avoir des limites. Et c'est d'autant plus important pour, encore une fois, pouvoir avoir accès à l'assertivité, au fait de dire non, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, c'est toujours extrêmement important d'avoir le choix. La dernière partie de ce podcast est le signe que vos limites sont franchies. Alors ça c'est hyper personnel, mais là j'ai noté 2 petits trucs. 1, il faut savoir reconnaître les signes. Voilà. Si vous sentez que les limites ont été franchies, en général, vous allez être mal, vous allez vous sentir frustré, vous allez avoir de la colère, ou alors vous allez être fatigué. À vous de vous connaître suffisamment, à vous de vous écouter suffisamment aussi pour savoir dire, là, cette personne-là, elle outrepasse ce que je veux lui donner. Typiquement, je lui donne ça, elle prend ça. Non, j'ai pas accepté ça, donc stop. Donc là, c'est vraiment s'écouter, c'est savoir dire à quel point est-ce qu'on peut aussi accepter que des limites soient franchies, parce que je sais que quand on tient énormément à quelqu'un, on va tolérer qu'il la franchisse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais croyez-moi lorsque je vous dis qu'au bout d'un moment, si vous avez des limites claires et définies, vous allez finir par péter un câble si elles sont franchies trop souvent. Donc à vous de les entretenir comme il faut et à vous tout simplement de faire en sorte que la barrière de votre jardin ne soit pas démolie par des crétins. Et le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'était le réajustement. Si vous ressentez que certaines personnes franchissent vos limites, vous pouvez soit leur en parler directement, soit vous pouvez tenter de réajuster vos limites. Pas dans le sens élargir vos limites pour plaire à autrui. Personnellement, je serais même du style à faire l'inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un traverse la barrière de mon jardin, je serais même du genre à mettre un grillage derrière pour voir s'il va aussi escalader le grillage. C'est juste pour être sûre et certaine que vraiment il cherche à me nuire. Et je pense que réajuster ses limites, c'est pas élargir ses limites pour autrui. Vous n'avez pas à élargir vos limites pour qui que ce soit d'autre que pour vous. Hormis si vous en ressentez le besoin, si vous sentez que telle personne peut accéder à votre jardin parce que vous lui faites suffisamment confiance, ouvrez le portillon. Mais si quelqu'un se met sur la barrière et tapote un peu du pied vos petites fleurs et le fait 3-4 fois et que vous sentez que vous avez besoin de remettre une couche de vos limites, c'est comme si vous mettiez un grillage. Et si la personne traverse ce grillage, vous savez qu'à ce moment-là, c'est complètement de l'irrespect, c'est complètement de l'abus, c'est tout simplement vous faire du mal. Alors oui, parfois c'est inconscient, parfois les gens n'ont pas conscience de franchir des limites, mais il arrive aussi un moment où, conscient ou inconscient, les actes ont des conséquences et il est important de s'entourer de personnes qui tout simplement n'outrepassent pas les barrières qu'on leur met, qui laissent notre jardin prospérer dans le petit enclos dans lequel on a décidé de le mettre, tout simplement. En conclusion, ce podcast aura été bien long. Poser des limites, c'est une compétence essentielle, ça requiert de l'assertivité, ça requiert de la confiance en soi, mais croyez-moi lorsque je vous dis que plus vous allez être clair, plus vous allez mettre des filtres sur les personnes que vous acceptez dans votre vie, la distance avec laquelle vous abordez certaines personnes, etc. Et plus vous allez être épanoui et plus vous allez être serein. Ça nous aide à avoir des relations saines, à avoir des besoins qui sont respectés, à être réellement épanoui et à se sentir en sécurité. Et dans la même lignée, ça préserve notre santé mentale et ça protège notre estime de soi. N'ayez pas peur de poser des limites. Je sais que c'est anxiogène aux premiers abords, je sais que c'est compliqué de dire « je ne veux plus accepter ça » quand on a subi certaines choses. C'est extrêmement, extrêmement dur, surtout quand on a un certain besoin de reconnaissance, quand on se sent lié à certaines personnes, c'est compliqué de leur dire « on arrête de faire ça ». Mais plus vous allez le faire, et plus, encore une fois, vous allez pouvoir vous faire confiance, et plus vous allez vous sentir serein, protégé. Mieux votre jardin sera clôturé, et mieux vos fleurs pourront pousser.
En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager à vos amis. Si vous nous écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitch. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas que vous êtes unique. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et on se retrouve le mois prochain. Des bisous!